c'est à 15. Ah, d'accord, d'accord, bon. On peut attendre 15. Allez, on dit un mot. Oui, oui. Donc, et eux, ils font chacun. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est tous les micros marchent. Bon. J'ai un fils qui est ingénieur. J'aime bien quand il raconte l'histoire. Alors, on va y aller, je pense. Hein? Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons démarrer cette table ronde sur point d'interrogation. Est-ce que les patients engagés dans leur parcours, dans la gestion de leur maladie, sont in fine mieux traités ou avec de meilleurs résultats? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui? On se pose cette question parce que depuis 20 ans, depuis qu'il y a eu une aspiration qui a conduit la loi à reconnaître le droit pour les patients d'être consultés, d'être informés, d'être concertés dans leur parcours, il y a une nouvelle évolution qui se manifeste chez les citoyens, qui est l'aspiration à être coacteur de son parcours, à décider, à être co-décideur, donc à s'engager dans la gestion de cette maladie. Et nous parlons de ça aujourd'hui dans le cadre également de l'évolution du numérique en santé, des applications numériques qui sont un peu le catalyseur qui permettent tout à la fois aux patients de s'occuper de lui, on va voir comment, et à ces professionnels d'être alertés ou de mesurer le résultat de leur parcours. Alors, peut-on affirmer qu'un patient engagé est un patient qui a de meilleures chances de résultats dans son parcours? Pour en parler tout d'abord avec nous, le professeur Rémi Sabatier, qui est cardiologue au CHU de Caen, qui est professeur associé en télémédecine, qui a développé le suivi clinique à domicile de l'insuffisance cardiaque en Normandie depuis 2006 et qui a publié récemment, il y a quelques mois, une étude, il nous présentera les résultats en vie réelle de 8 ans de télésurveillance médicale basée sur l'éducation thérapeutique et sur l'engagement du patient. À côté de lui, Guillemette Jacob, qui est consultante en stratégie marketing, fondatrice de l'association Sentinelle, qui est une plateforme de recherche collaborative qui met en relation des chercheurs et des citoyens. Ça permet d'accélérer la recherche et cela permet également de développer la participation des patients aux essais cliniques. À ma gauche ici, le professeur Grégory Katz. Grégory est président fondateur de PromTime. Il est professeur à la chaire Innovation et Valeurs en santé à l'Université de Paris-Cité. Et depuis une dizaine d'années, Grégory Katz se consacre à l'étude des fondements et de la méthodologie pour mesurer le résultat au patient, par le patient et par le professionnel. D'accord. Alors attendez, j'ai perdu mes papiers. Bon, ça fait rien. Et puis Iris. Iris est
fondatrice et présidente de Osiris. Iris développe de nouvelles méthodes collaboratives en santé, à la fois pour les patients et les professionnels, et elle nous en parlera pour voir quel lien cela peut avoir avec les méthodes qui conduisent à l'engagement du patient. Alors, professeur Rémi Sabatier, on rentre dans le cœur du sujet avec l'insuffisance cardiaque. Donc, dans le travail que vous avez mené, qui est parti d'un travail sur l'éducation thérapeutique, vous avez utilisé ensuite la télésurveillance à domicile. Vous vous êtes rendu compte que, in fine, au bout du résultat, les patients avaient de meilleurs résultats que ceux qui étaient suivis en méthode traditionnelle. Ça, est-ce que vous vous y attendiez au début? Et puis, parlez-nous de ces résultats. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un patient engagé dans un programme de télésurveillance cardiaque va mieux, in fine, que celui qui est engagé dans la gestion de son insuffisance cardiaque par des méthodes traditionnelles? Oui, alors effectivement, on ne s'attendait pas forcément aux résultats qu'on a eus, et c'est tant mieux. Donc effectivement, on a appareillé la base de données de télémédecine de 8 ans de télémédecine en Normandie sur 7 centres avec le système national de données de santé, donc de façon à avoir une consommation de soins et des événements indiscutables. On a eu la surprise, effectivement, on savait que certains patients refusaient. Ça, on avait compris que le numérique, tout le monde ne l'accepte pas. On savait que certains patients ne participaient pas comme les autres. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces patients qui ne participent pas comme les autres avaient un pronostic vraiment très, très en dessous de ceux qui participaient modérément ou de façon intensive. Et ça, on l'a fait simplement en divisant la population en 3, sans artifice, et qui nous a permis de voir qu'effectivement, on avait un groupe qui était un groupe contrôle, puisqu'ils n'utilisaient pas la télémédecine, ou très peu, moins de 2/3 du temps en fait en pratique. Et ils avaient un pronostic à long terme, soit en termes de réhospitalisation, mais même de décès, et à 1 an, mais aussi à 5 ans, qui était bien plus mauvais que les deux autres groupes. On s'est dit qu'évidemment, ce n'étaient pas les mêmes patients. Eh ben, on n'a pas réussi à trouver de différence significative sur les caractéristiques cliniques cardiologiques. C'est la même gravité d'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection ne joue pas. On a effectivement un âge légèrement supérieur et un peu plus de femmes, mais c'est la seule chose qu'on a pu mettre en évidence. On a aussi ici un élément important, à la réponse au moral et à la fatigue, ils ont un score un peu moins bon. Donc c'est vrai qu'il y a une part probablement de difficulté à vivre avec sa maladie qui est prépondérante dans cette réponse. Mais la différence est vraiment très intéressante, et ça nous fait dire, en conclusion de l'étude, que cette non-adhérence à la télésurveillance ou à un télésuivi, quel qu'il soit, doit être considérée comme un signe de gravité, et qu'il faut mettre en place d'autres actions, parce que ça n'est pas la bonne solution pour ce patient. Ça, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est un pronostic presque à l'entrée du parcours. Est-ce que quand vous avez fait ce travail, vous aviez déjà des notions de ce qui avait déjà été publié depuis 2014-2015 sur des études sur l'engagement du patient? Alors oui, on a eu la chance dès le début, en fait, c'est ça qui est... On a eu la chance de rencontrer des équipes. Moi, j'avais rencontré des gens qui travaillent en France là-dedans depuis longtemps, et puis des Canadiens également. Et donc, on était vraiment parti dans une logique de télésurveillance éducative. Et c'est vrai qu'on avait lu tout ça, et on avait d'ailleurs tenu compte aussi des enseignements de certaines équipes comme les Hollandais qui nous disaient que les patients avec tendance dépressive, on les a exclus de la télésurveillance parce que ça ne marche pas. On peut difficilement demander à un patient d'adhérer avec du moins la façon dont on fait la télésurveillance. Il y a probablement une autre façon de faire, mais telle qu'on la faisait, c'est pas possible parce qu'on lui demande de se surveiller, et finalement ça crée une anxiété chez des patients qui ne sont pas capables de se prendre en charge. D'accord, donc il y a un travail quand même un peu de segmentation, on va dire, des patients avant. Guillemette, votre sujet est plus large avec l'association Sentinelle, puisque, si j'ai bien compris, vous cherchez une appropriation sur les protocoles de recherche des personnes qui ne sont pas seulement des anciennes patientes, qui peuvent également être de futurs patients ou des usagers. Qu'est-ce que c'est au fond donc Sentinelle, et comment ça marche la plateforme ? Alors, Sentinelle, on est parti d'un constat qui était la difficulté que pouvaient avoir les chercheurs à entrer en relation avec des citoyens pour participer à la recherche.
Et en fait, on s'est rendu compte que cette relation était très médiatisée. Il y avait plein d'intervenants. Un chercheur travaillant en psychologie, par exemple, qui voulait étudier le retour au travail après un cancer, devait passer par des centres de soins. Les centres de soins briefent les médecins et les médecins parlent aux patients. Tout ça, ce n'est pas très efficace, ça prend du temps et ça ne facilite pas du tout la collaboration puisqu'il n'y a pas un rapport direct, il y a un rapport intermédiaire. Et donc, nous, notre vocation chez Sentinelle, c'est justement de créer par les outils digitaux, donc on utilise essentiellement la newsletter et les réseaux sociaux, de créer une relation directe entre les chercheurs et les citoyens pour que ceux-ci puissent collaborer ensemble. La première chose qu'on fait, c'est qu'on favorise beaucoup la participation à la recherche. C'est-à-dire qu'on envoie des newsletters pour que les citoyens participent aux recherches qui sont en cours. Mais on travaille aussi de plus en plus à mettre en place de la collaboration où les chercheurs, dès la question de recherche, discutent avec des citoyens pour s'assurer de la pertinence de ce qu'ils vont rechercher. Et donc, c'est difficile, on a du succès rapidement. Vous avez combien de gens qui ont participé depuis le début de votre aventure? Alors, on est 38 000 aujourd'hui dans la base de données. On a participé au recrutement de 45 recherches. On a suscité, grâce à ces recherches, 48 000 participations. Qui ont donné lieu à 26 articles scientifiques. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. L'email, ça marche. Et alors, dans notre sujet, un patient engagé est un patient mieux soigné, ce qui est bien sûr un raccourci quand même de l'histoire. Hein. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un gain individuel pour la personne à s'engager dans ce travail? Ah mais c'est indéniable. Et je voudrais vous lire quelque chose parce qu'en fait, on est en train de faire une mesure d'impact. On va avoir 10 ans cette année. On est en train de faire une mesure d'impact. On est une ESS, donc ça fait partie des choses importantes à faire. Et donc, on est allé interroger les sentinelles pour qu'elles nous expliquent quelles étaient les raisons pour lesquelles elles étaient engagées avec nous. Nous, ce qu'on met en avant, ce n'est pas le gain de chance, parce qu'on fait beaucoup d'études qui sont observationnelles. Donc, ce qu'on met beaucoup en avant auprès de la communauté, c'est l'engagement citoyen, en leur disant que participer à la recherche, c'est comme donner son sang. C'est contribuer à un bien commun et à protéger un bien commun qui est la santé. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que Rémi, ça va te parler, parce que ça rejoint exactement ce que tu dis. Mais elles disent... c'est évidemment de savoir que sa voix peut être entendue et prise en compte par des chercheurs sur la réalité de nos quotidiens. Cela nous redonne une juste place d'acteurs et pas simplement de patients. Cela donne de l'espoir que d'autres en tireront des bénéfices. Donc on est vraiment dans ça, dans le fait de reprendre du pouvoir après la maladie. Mais comme on ne s'adresse pas qu'aux gens malades, on s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas été malades. Il y a aussi des gens qui... Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, on travaille dans le champ du cancer et de tous les cancers. Il y a une femme qui nous a dit que Sentinelle lui avait donné la lucidité et le courage lorsqu'elle a appris qu'elle avait eu un cancer. C'est-à-dire que c'est aussi un travail d'appropriation de sa santé et de dédiabolisation. Le suivi de l'insuffisance cardiaque. Et toi, est-ce que ça te donnerait envie de t'attaquer à cette maladie-là? Ah oui, clairement, en fait, avec le questionnaire PROM, on peut faire du télésuivi, donc du télémonitoring, c'est ce que tu fais, et on peut faire de l'audit de gain de santé, c'est-à-dire quantifier le résultat patient. C'est clairement complémentaire. Mais je pense que le point, tu parlais d'éducation thérapeutique. Moi, je parle vraiment de changement de pratique des praticiens. Moi, toi, tu influes beaucoup sur l'implication du patient dans le monitoring de ses symptômes pour signaler, alerter. Et c'est cette prise en charge précoce. Moi, en fait, je m'adresse beaucoup plus aux praticiens et aux équipes médicales. C'est très complémentaire, dans la mesure où je leur produis un score qui leur permet de se comparer selon des groupes de patients de sévérité statistiquement homogène et d'isoler par des variables confondantes quels sont les produits, les parcours ou les praticiens qui obtiennent des gains de santé supérieurs. Donc, il y a une vraie synergie à partir du même questionnaire, qui est un questionnaire de qualité de vie,
On peut détecter, alerter, mais on peut aussi auditer et progresser. Alors moi, je suis preneur de PREMS notamment, parce que c'est vrai que même de la base de télémédecine, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien l'interroger sous un œil PREMS, savoir s'il y a des différences entre les centres, entre les... Et effectivement, c'est... Alors, nous, les PREMS, on ne fait que s'il y a un lien avec les PROMS. Parce qu'en fait, on a fait une étude dans 5 pays, 83% des patients considèrent que le critère majeur pour choisir une équipe médicale, c'est l'outcome. L'expérience, c'est l'outcome, c'est-à-dire le résultat des soins. Le critère PREM, c'est-à-dire en gros, comment allez-vous? Est-ce que je m'occupe bien de vous? Est-ce qu'on est souriant? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous explique? Ça représente que 17% des patients qui s'y intéressent. Donc, quand on parle de PROMS, PREMS, on parle de pommes et de camions. Ce sont vraiment des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais il peut y avoir un impact. Il ne faut pas que le camion écrase la pomme, parce que les PREMS, le recueil de l'expérience patient, c'est important pour les équipes. Et donc, c'est vrai qu'on demande du travail aux patients, mais c'est important pour l'équipe parce qu'elle a la boucle rétroactive qui lui permet de dire, franchement, depuis 3 mois, mes questionnaires de PREMS, ils sont nuls. Il se passe un truc, qu'est-ce qui se passe et il faut que je regarde. Et le patient se prête à ça, on le sait. Donc, ce n'est pas contradictoire. Non, c'est complémentaire, tu as raison. Mais il ne faudrait pas que les PREMS soient l'excuse pour ne pas collecter les PROMS et mesurer les outcomes, ce que personne ne fait. Ah non, de toute façon, ça reste notre priorité. Les outcomes, c'est le minimum qu'on doit au patient. Lui assurer le meilleur traitement, la meilleure survie. Et ce que je dis, c'est qu'on peut faire plus. Et la question, c'est est-ce qu'on fait vraiment mieux et je me serais intéressé à ces patients qui n'adhèrent pas et savoir pourquoi leur expérience n'est pas bonne. Est-ce que c'est le dispositif? Est-ce que c'est l'équipe? Ça serait intéressant. Exactement. Et donc, Iris, est-ce que du coup, les méthodes aujourd'hui de design thinking, ces nouvelles méthodes d'innovation collaborative, s'adressent à d'autres personnes que les patients? Et bien sûr, on sait qu'on peut avoir une boucle positive dans une équipe qui pense qu'elle travaille bien, qu'elle se sent bien. Elle a une relation avec la qualité des soins. Donc, par exemple, sur le sens au travail, sur la qualité de vie au travail, est-ce que tu as été amené à travailler là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, ces méthodes, elles permettent vraiment de faire de l'ingénierie de projet, de mener un projet de bout en bout, simplement avec des méthodes un peu différentes. Peut-être sur un sujet plus qualité de vie au travail. Alors, je dirais dans le monde de l'entreprise, pour changer un petit peu d'univers, mais on travaille avec des groupes mutualistes aussi qui s'intéressaient à des patients qui souffrent de cancer au travail et comment essayer d'améliorer leur qualité de vie au travail. Donc, dans ce cadre-là, on a commencé par faire une analyse ethnologique, donc au travers d'immersions, d'entretiens, etc., auprès de salariés, mais aussi auprès de leurs managers, par exemple. Et concrètement, on a développé des nouveaux outils de sensibilisation qui aujourd'hui sont déployés partout en France, auprès, entre autres, des managers et des salariés, des outils de communication. Ça peut être stigmatisant de comment est-ce qu'on parle de sa maladie au travail. Pour un manager, ça peut être aussi un peu délicat, etc. Et donc, clairement, ça a un impact là-dessus. Et peut-être pour un deuxième exemple purement côté professionnel de santé, nous, ça fait 3 ans qu'on développe aussi des programmes d'accompagnement, de formation au travers d'Osiris Santé, donc auprès de promotions. Là, on lance une promotion, la 4e, à la fin du mois. C'est des promotions, il y a des professionnels de santé, des directions et des patients, ainsi que des aidants, quand on arrive à les capter aussi, qui conforment en gros à ces méthodes du design. On fait aussi intervenir des experts sur typiquement les PROMS et les PREMS pour aussi partager tous ces intérêts. Et on a commencé alors à une moindre échelle à faire une mesure d'impact avec un laboratoire de recherche pour voir si avant et après la formation, ils développent leur capacité d'agir, dans quelle mesure est-ce que il y a une évolution quant à l'empowerment. On a des premiers résultats assez intéressants qu'il faudrait pousser. Mais voilà, qui montre l'impact aussi de ces méthodes collaboratives sur la perception qu'on a de soi-même, sa capacité d'agir, de créer de solutions et de ramener du sens. Je pense qu'on a aussi beaucoup parlé de ça ces 2 derniers jours. Merci beaucoup. Guillemette, est-ce qu'au fond, il y a de nouvelles étapes à Sentinelle? Est-ce qu'on continue à sensibiliser les usagers, les patients, à la nécessité de s'intégrer dans des protocoles de recherche clinique? Mais c'est quoi les étapes en plus? Alors juste, je voudrais dire que moi aussi, je serais intéressée pour travailler avec Grégory, parce que ça m'intéresserait de voir aussi
Mais alors, côté citoyen qui participe à la recherche, l'impact, mais aussi Ouais. côté chercheur, quel est l'impact de la Ouais. collaboration avec les citoyens? Ça m'intéresserait vraiment et savoir si on arrive à produire une recherche plus opérationnelle et qui change vraiment plus les choses pour les citoyens. Donc ça m'intéresserait vraiment. Mais pour Sentinelle, oui, on travaille aujourd'hui dans le champ du cancer, donc, et ça marche. Donc il n'y a pas tellement de raisons que ça ne marche pas ailleurs. Donc on est en train de commencer à travailler sur d'autres pathologies pour créer des communautés pareilles de citoyens qui s'engagent au service de la recherche. Et puis se pose aussi la question de la localisation, parce que de plus en plus on est sollicité pour des projets européens et ils nous disent mais votre base est 100% française. Oui, notre base est 100% française, mais il n'y a pas de raison que demain on ne soit Ouais. pas capable de développer de telles communautés de citoyens au service de la recherche ailleurs qu'en France. Oui, et alors, il y a notamment, on l'a vu en Europe, il commence à y avoir une éclosion d'associations de patients européens, hein, mais je crois qu'on en avait parlé. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que dans chaque pays, au fond, ils ont développé tout ce dont on vient de parler, hein, des maquettes de ces différents outils d'engagement du patient. Et donc, l'Europe est vraiment le creuset qui peut nous permettre d'améliorer tout ça. Tu as envie de te coller à ça? Oui. On commence à discuter avec les assos de patients européens pour voir comment est-ce qu'on pourrait essaimer au niveau, dans d'autres pays. Très bien. Dernière question à Grégory. Grégory, au fond, tu as parlé de la mesure du résultat et du gain de santé pour le patient, pour le professionnel, parce que ça lui permet de se comparer, donc de s'améliorer. Est-ce qu'on peut imaginer que ces résultats soient un jour des indicateurs qui soient récoltés par des journaux pour faire des panoramas de classement, hein, d'équipes hospitalières? Ça existe déjà ou est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est utile? Alors, Newsweek publie le World's Best Hospitals, donc 15 pays. Il y a des classements généraux des hôpitaux et pour la première année, cette année, on a en fait un coefficient sur les PROM. Donc les équipes hospitalières qui mesurent et comparent les PROM après les avoir audités grimpent dans le classement. Donc il y a un upgrade. Okay, ça, c'est une méthodologie tout à fait nouvelle puisqu'on parlait de l'engagement des patients. L'évaluation par le soigné du soignant est pris en compte dans le classement. On n'est plus seulement sur des PREM, et c'est ça qui est nouveau, d'où la complémentarité. On est également sur le résultat. Le classement ne tient pas compte du résultat à proprement parler, mais uniquement que ça existe. Du fait qu'on le mesure, qu'on le partage et qu'on l'audite. Et cet audit est important. Dis-nous, dans le dernier classement du Newsweek, est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements dans le monde qui utilisent les PROMS et qui ont été classés comme ça? Non, on doit être aux alentours de 10%. Donc ça reste encore vraiment minime. Mais ce qu'on pressent, c'est qu'on est au tout début de cette vague et que les classements et la visibilité que ça donne pour les hôpitaux et pour les équipes également font que tout le monde va s'y mettre. Il est possible qu'il y ait derrière aussi une rémunération incitative, que des certifications hospitalières dépendent de cette collecte et de cet audit. Il y a énormément d'incitatifs réglementaires, économiques, voire médiatiques. Qui peuvent bien sûr être poussés. Écoutez, je ne sais pas si cela vous a intéressé. En tout cas, nous, on vient de faire un tas d'affaires tout à fait intéressantes, puisque maintenant, Rémi, non seulement a démontré sur des milliers de patients que la télésurveillance à domicile de l'insuffisance cardiaque, ça marche mieux que quand on ne le fait pas. Et donc, il va maintenant pouvoir travailler avec Iris pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut convaincre les patients un peu résistants à rentrer dans ce programme. Combi va faire un protocole de recherche. Guillemette va participer à ce protocole et va demander à ses camarades, à ses collègues de rentrer dans ce protocole.
Et puis ensuite, Grégory va aider à mesurer le résultat. Et donc, si un jour vous voyez une publication, on vous y associera. On associera à la publication le public du mardi 14 mars à 12h15. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci à vous. Merci.